Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter le fonctionnement du logiciel que nous avons créé dans le cadre du projet du cours de génie logiciel. Dans un premier temps, je vais vous expliquer les différentes fonctionnalités que nous avons implémentées à travers une démonstration, et ensuite, dans un second temps, je vous expliquerai la structure générale de notre code, ainsi que les différents design patterns que nous avons utilisés. Lorsqu'on lance le logiciel, nous arrivons directement sur une interface d'accueil qui permet soit de s'enregistrer avec un nom d'utilisateur et un mot de passe existant, soit de créer un nouveau compte. Créons ici un nouveau compte, on va l'appeler A par exemple. L'utilisateur peut lire les conditions d'utilisation et doit les accepter avant de créer son compte. En plus de ça, il doit rentrer des informations valides, donc par exemple son adresse email doit suivre le format standard. Nous allons créer un deuxième compte qu'on appellera B pour la suite de la démonstration. On peut maintenant essayer de s'enregistrer avec l'utilisateur A. Si le mot de passe entré est incorrect, celui-ci s'affiche en rouge. Lorsque le mot de passe entré est correct, on arrive directement à l'écran de sélection des projets. Dans cette table devraient se trouver tous les projets qui sont accessibles à l'utilisateur courant. Pour l'instant, il n'en a pas encore. Le premier bouton que l'on voit est le bouton My Account qui permet de modifier les informations d'un utilisateur. On peut modifier son nom, son prénom, son adresse email ou encore son mot de passe, mais pas son nom d'utilisateur. On peut par exemple modifier son mot de passe ici. On revient ensuite sur cet écran de sélection des projets. L'utilisateur n'ayant pas encore de projet, on peut lui créer un nouveau projet en cliquant sur le bouton Create. On doit donc donner un nom à ce projet et aussi choisir l'endroit sur l'ordinateur où ce projet sera sauvegardé. Donc on peut le sélectionner sur le bureau par exemple. Pour chaque projet, nous aurons accès à son titre, à l'utilisateur qui l'a créé, à sa date de dernière modification et à deux boutons qui permettent de le renommer et de le partager. À ces deux boutons se rajoutent les boutons Copy et Delete qui permettent respectivement de copier ou de supprimer un ou plusieurs projets sélectionnés. Essayons par exemple de copier ce premier projet, il suffit de le sélectionner et de cliquer sur Copy. Un Project Demo 2 va donc apparaître qui est bien une copie de Project Demo. On pourrait vouloir renommer ce Project Demo 2 ici, donc dans Rename. On pourrait l'appeler Project Copy par exemple, et le nom sera automatiquement rafraîchi ici. Si l'on souhaite supprimer ce premier projet, il suffit de le cocher et de cliquer sur Delete. Enfin, la dernière fonctionnalité que nous avons implémentée est le partage de projets entre différents utilisateurs. Il suffit de cliquer sur Share et d'entrer le nom d'un utilisateur déjà existant. Donc, par exemple, B, nous savons qu'il existe déjà, vu qu'on l'a créé juste avant. On a donc un message de confirmation, et pour aller vérifier que cela s'est bien passé, on peut se log out et s'enregistrer avec l'utilisateur B. On voit que le projet lui est bien accessible, et c'est bien précisé que le propriétaire de ce projet est bien l'utilisateur A. Lorsqu'on clique sur le titre d'un projet, on arrive directement à l'écran de modification des projets. Cet écran permet de rajouter des formes au projet ou de rajouter du code TIX au projet. Il y a trois manières différentes de rajouter des formes à ce projet. La première est d'utiliser les formes prédéfinies dans ce panel à gauche et de les drag and drop directement sur le canevas central où s'affiche le résultat final. Donc par exemple, si l'on veut prendre ce cercle ici et qu'on le drop ici, cela va directement afficher un cercle avec des paramètres prédéfinis et qui sera bien à la position où l'on a lâché la forme. Le code TIX correspondant est donc bien généré ici dans la zone de texte à droite. Ensuite, la deuxième manière de créer des formes est de cliquer sur New Custom Shape et de choisir une forme que l'on veut créer en précisant tous les paramètres qui sont nécessaires. Par exemple, si on crée un rectangle, on peut choisir sa position, sa longueur, sa largeur, l'épaisseur des bordures, ainsi que sa couleur et lui donner un label. Lorsqu'on clique sur Confirm, le code TIX correspondant à la forme que l'on vient de créer va être généré ici dans la zone de texte et la forme va bien apparaître sur notre canevas central. Enfin, la dernière manière de créer du code, des formes, est de rentrer directement le code TIX ici et de cliquer sur le bouton Compile. Par exemple, prenons un code TIX trouvé sur Internet, on peut le copier-coller ici et cliquer sur Compile et nous verrons que cette forme va donc bien être générée ici sur notre canevas central. Si par malheur on aurait commis une erreur dans le code ici, donc on aurait par exemple oublié le point virgule et qu'on essayait de compiler, les erreurs de compilation vont être regroupées dans cette case ici. Lorsqu'on clique sur Errors, nous aurons un message d'erreur qui correspond à toutes les erreurs de compilation que nous avons eues. Donc par exemple ici, Did you forget a semicolon nous indique qu'on a sûrement oublié un point virgule, ce qui était bien le cas. Donc en rajoutant ce point virgule ici.
Enfin, le dernier bouton que nous voyons, c'est Display Full Code, donc qui permet d'afficher le code dans son entièreté avec même les préambules par exemple et les packages utilisés, donc le code latex complet et non pas uniquement le code TIX. En effet, ici dans cette zone de texte, l'utilisateur a seulement accès à son code TIX car il doit seulement pouvoir créer des formes, mais s'il a besoin de son document complet, il peut cliquer sur ce bouton pour y avoir accès. Enfin, nous avons créé un mode main gauche et un mode main droite sur cet écran. Donc pour l'instant, c'est écrit right-handed ici, donc ça veut dire que pour l'instant, le mode main droite est enclenché. Si l'on clique dessus, on passe en mode main gauche et ça veut dire que pour drag and drop les formes prédéfinies qui sont ici à gauche, nous devons appuyer sur le clic droit au lieu d'appuyer sur le clic gauche que nous faisions dans mode droitier. Donc le drag and drop fonctionne toujours de la même manière, mais avec l'autre clic. Nous avons fini pour cet écran de modification des projets. On peut revenir à l'écran de sélection des projets en cliquant sur My Project et on a ici une demande de sauvegarde à la fermeture. On peut donc faire oui ou non ici et on revient à l'écran de sélection des projets. On peut se logout et on peut fermer. Nous avons fini la présentation des différentes fonctionnalités que nous avons implémentées. Je vais maintenant vous présenter la structure générale de notre code ainsi que les design patterns que nous avons utilisés. Donc le premier design pattern que nous avons utilisé, le plus général, est le model view controller. Donc toutes nos classes sont bien divisées entre ces trois packages-ci avec les responsabilités qui correspondent à ce design pattern. Nos view controllers sont dans un package aussi séparé ici. Donc nous allons prendre l'exemple du account creation view controller qui s'occupe de la création d'un nouveau compte. Cette classe crée une interface qui s'appelle account creation view controller listener qui sera implémentée par account creation controller. Donc elle qui est bien une classe dans controller, dans le sous-package ViewControllerListener et qui est bien Account Creation Controller. Donc cette classe implémente bien l'interface Account Creation ViewControllerListener qui correspond à Account Creation ViewController. En plus de ça, cette classe va elle-même créer une nouvelle interface qui s'appelle Account Creation Controller Listener qui va être implémentée par ScreenHandler. Alors, tous les ViewControllers vont créer des interfaces comme ceci. Donc, ScreenHandler vont implémenter toutes ces interfaces-là, car en réalité, ScreenHandler va s'occuper de changer d'un écran à un autre au cours de l'utilisation du logiciel. Donc, à chaque fois que l'on change d'écran, cela remonte jusqu'à ScreenHandler, et c'est ScreenHandler qui s'occupe de ça. Donc, ensuite, l'autre design pattern que nous avons utilisé est la factory. Donc, nous avons utilisé la factory dans le modèle ici. Dans Shapes, nous avons Shape Factory. Et Shape Factory permet à chaque fois de créer des différentes formes selon les paramètres qu'on lui donne. Donc, toutes nos formes sont regroupées sous la classe abstraite qui s'appelle Shape, ce qui permet à Shape Factory de renvoyer une shape à chaque fois qu'on lui demande une instance. Il peut soit renvoyer une instance d'une forme avec laquelle on lui donne des paramètres, donc on donne le nom de la forme, sa couleur, etc. Soit renvoyer une forme prédéfinie, donc dans le cas du drag and drop, c'est ce qu'on utilise. Donc il peut directement renvoyer une shape prédéfinie si on lui demande. Ensuite, nous avons aussi utilisé un singleton, donc dans le contrôleur. La classe session est un singleton, car nous en utilisons une seule par utilisation du logiciel. Donc ici, nous avons bien sa fonction getInstance qui retourne l'unique instance de session qui est utilisée. Ensuite, nous avons créé nos propres exceptions. Donc dans chacun des packages, nous avons un package exception, et toutes ces exceptions sont regroupées par classe. Donc par exemple, ici, dans Latex Controller, on a une exception qui s'appelle TIX Compilation Exception, qui correspond bien à une erreur lors de la compilation TIX. Ces exceptions sont remontées jusqu'à la vue et sont affichées sous forme d'alerte à l'utilisateur. Donc ces alertes sont générées par Alert Controller, ici, qui va à chaque fois donc montrer une alerte à l'utilisateur en lui précisant le message d'erreur, ou bien le message d'information d'ailleurs, et va éventuellement quitter le programme après l'affichage de cette erreur si l'erreur était jugée suffisamment grave. Ensuite, nous avons utilisé du CSS, qui est une petite particularité de notre code, pour uniformiser tous nos composants. Donc par exemple, nos boutons ressemblent tous à la même chose parce que nous avons utilisé du CSS pour standardiser tout ça. Et enfin, nous avons utilisé un grand nombre de classes abstraites pour, par exemple, comme je vous l'ai présenté dans les shapes ici, donc toutes les formes sont regroupées sous la classe abstraite shape, mais nous l'avons aussi fait dans controller ici. Dans les view controllers, nous avons account controller, qui est une classe abstraite de laquelle hérite account creation controller et account modification controller. Parce qu'en fait, ces deux classes, donc lors de la création ou lors de la modification d'un compte,
les actions effectuées sont assez semblables et du coup, on a préféré éviter les redondances de code en créant cette classe abstraite Account Controller. Donc voici pour la présentation de la structure générale et des design patterns. J'espère que cette vidéo a été assez explicative des fonctionnalités que nous avons implémentées ainsi que de la structure de notre code. Merci beaucoup.